Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en résumant toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. En écoutant ce discours, je me dis qu'il aurait pu être écrit par Vegapunk, Dragon et Luffy ensemble. Mais Luffy écrire, faut pas pousser. Salut à tous, c'est Yuzgi, un fan inconditionnel de One Piece depuis plus de 20 ans. Mais pas seulement. Je suis avant tout un chasseur de références, un fouilleur de mythes, de symboles, de secrets enfouis dans l'histoire, la religion, la culture, la science, et surtout dans notre réalité. Parce que One Piece, ce n'est pas qu'un manga d'aventure, c'est une fresque, un miroir de notre monde, une claque, un éveil. Arc après arc, symbole après symbole, réplique après réplique, je m'acharne à décoder ce que cette œuvre nous murmure, certaines fois nous hurle sur nous-mêmes. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un de ses aspects les plus politiques, les plus riches en sous-texte et en résonance, la rêverie. Tous les 4 ans, les grands cerveaux du monde de One Piece se réunissent, pour ce qui ressemble à un sommet de la diplomatie internationale. Non, c'est pas le G7, c'est pas le G20, pas la même mascarade annuelle de Davos. Bienvenue à la Leverly, alias le Conseil des rois, ou pour ceux qui ont un peu de jugeote, le Conseil mondial de ceux qui foutent la merde tout en disant qu'ils veulent la paix. Ou encore, le conseil de tous ceux qui veulent conserver leur pouvoir alors qu'ils n'en ont vraiment pas. Ah là là, la rêverie. Une belle bande de rois et de reines plus inutiles les uns que les autres, réunis à Marie-Joise dans un immense château qui surplombe le monde, un peu comme les Nations Unies ou le Conseil Bilderberg. Sauf qu'eux, au moins, ils ne prétendent pas avoir trop de pouvoir réel. Ah non, en fait, eux aussi, ils en ont, et ils le prétendent. Ce conseil est censé prendre des décisions majeures tous les 4 ans. Mais soyons sérieux, si on croit l'histoire et l'ONU, on sait très bien que ce genre de sommet sert surtout à manger des petits fours, faire des selfies et signer des résolutions que personne ne lira. Ah, la rêverie. Ce sommet ultra fermé où rois ou reines, despotes éclairés, dictateurs reconvertis en philanthropes et autres joyeux, élus du destin, viennent discuter de la paix. Bien sûr. Ou plutôt de comment garder leur pouvoir, leurs privilèges, et accessoirement décider de qui a le droit de vivre dignement et qui peut gentiment aller se faire bombarder. Pendant que des roitelets, au nom alimentaire, se pavanant, tacos, stroganoff, bière, hamburger, on dirait un menu d'auberge plutôt qu'un sommet mondial, certaines figures réellement dangereuses pour l'ordre établi, elles sont interdites d'entrer, voire activement traquées.
Pensons à Snowden et Julian Assange. Edward Snowden is a coward. C'est une cavale digne des meilleurs films d'espionnage. The man who leaked details of a secret telephone and internet surveillance program in the USA has disappeared in Hong Kong. Depuis qu'il s'est réfugié à Hong Kong il y a 5 jours, Edward Snowden est introuvable. Il a permis la diffusion d'une vidéo. C'est une bavure de l'armée américaine en juillet 2007 à Bagdad, au cours de laquelle 18 civils ont été tués lors d'un raid aérien. Star de l'investigation ou dangereux activiste. Ces révélations, nous les faisons au nom de la vérité. Les vrais criminels, car ils disent la vérité. Snowden, ex-consultant de la NSA, service de renseignement américain, a eu l'audace, que dis-je, l'insolence de révéler que les États-Unis espionnaient non seulement leur population, mais aussi leurs alliés, leurs ennemis, leurs amis Facebook et probablement leur frigo connecté. Résultat, il vit en exil en Russie. Car oui, dire la vérité dans un système basé sur le mensonge, c'est bien plus grave que d'envahir illégalement des pays. Et Assange, il est le fondateur de Wikileaks, ce site qui a exposé les exactions de l'armée américaine en Irak, les câbles diplomatiques embarrassants et les petites magouilles intergouvernementales. Lui aussi est poursuivi comme un criminel. Il a passé plus de 10 ans enfermé, dont 7 dans une ambassade, pour avoir publié des documents qu'on aurait dû tous connaître. Mais bon, la transparence, c'est un concept réservé à vos données personnelles, pas aux crimes d'État. Thomas Sankara, l'homme intègre, trop intègre. Sankara, jeune président du Burkina Faso dans les années 80, rêvait de décoloniser non seulement son pays, mais les esprits africains eux-mêmes. Il refusa l'aide conditionnée du FMI, il dénonça la dette comme un outil de domination moderne et il prônait l'autosuffisance, l'éducation, l'émancipation des femmes et l'environnement avant que ce soit à la mode. Conclusion, assassiné en 87, dans un coup d'État orchestré avec l'aide de ses partenaires internationaux, on ne peut pas laisser quelqu'un qui refuse de s'endetter au banquet des endetteurs. Patrice Lumumba, l'indépendance, mais pas trop. Lumumba, premier ministre du Congo, fraîchement indépendant en 1960, a commis un péché capital. Vouloir que les Congolais contrôlent leurs propres ressources naturelles, notamment les mines d'uranium, de cobalt et d'or, mais pas que les grandes puissances affectionnent tant. Il a refusé de devenir une marionnette post-coloniale. Il fallait donc l'éliminer. Et ce fut fait brutalement, avec la complicité avérée de la Belgique et des États-Unis. Puis un silence médiatique pendant des décennies, comme par hasard. On pensait que One Piece n'était qu'un shonen d'aventure, une épopée de pirates en quête de trésors. Erreur. C'est en réalité une critique acide du système international, bien plus subtile que 90% des think tanks de la rêverie. Le gouvernement mondial, quand la justice a un logo et une flotte. Le gouvernement mondial dans One Piece, c'est l'ONU sous stéroïdes, dirigée par des dragons célestes, une élite arrogante, décadente et violente, au-dessus de toute loi, protégée par les marines, une sorte de version dopée des casques bleus. Les dragons célestes, c'est des néo-aristocrates qui esclavagisent, volent et tuent, avec la bénédiction de la justice. Ça vous rappelle quelqu'un? L'OTAN? Les grandes puissances coloniales? Les élus qui bombardent au nom de la démocratie? Les révolutionnaires, le crime d'oser dire non. Monkey D. Dragon, père de Luffy, est l'homme le plus dangereux du monde. Pourquoi? Parce qu'il veut renverser le système. Il ne veut pas le piller, il ne veut pas le dominer, juste abolir la tyrannie des puissants. Donc forcément, il est un terroriste dans la bouche du gouvernement mondial, comme Assange, Snowden, Lumumba ou Sankara, vu juste avant. Parce qu'à la rêverie, comme dans notre monde, la paix n'est tolérée que si elle sert l'ordre établi. Ceux qui sortent du rang sont traqués, salis et éliminés. Les pirates donc, sont-ils bandits ou résistants? Luffy et ses compagnons sont appelés criminels. Pourtant, ils libèrent des peuples, ils renversent des tyrans, ils refusent l'injustice. Ce sont des résistants que l'histoire officielle traite de barbares. Comme Sankara, qui osait parler de souveraineté alimentaire au Burkina Faso, ou Lumumba, qui voulait que le Congo appartienne aux Congolais. Comme Snowden et Assange, qui ont osé montrer le vrai visage de la justice occidentale. Résultat, traqués, diabolisés et certaines fois abattus. La rêverie dans One Piece, c'est une parodie très sérieuse. Ce sommet entre rois et dirigeants où l'on discute de la marche du monde pendant que les peuples crèvent.
Là où on décide quel pays mérite de survivre, lequel doit disparaître. Une belle parodie du forum de Davos, du G7, du Conseil de sécurité ou de n'importe quelle institution où quelques puissants font semblant de chercher le bien commun en défendant leurs intérêts personnels. Dans notre monde, il n'y a pas une rêverie, il y a plusieurs rêveries. Il y a le G7, où les 7 grandes puissances économiques se réunissent pour parler de la pauvreté, en business class bien sûr. Il y a le Forum économique de Davos, où les milliardaires viennent sauver la planète à coups de PowerPoint sur la croissance verte. Bien sûr, ils se déplacent en jet aussi. Il y a la COP, où les chefs d'État signent des accords climatiques pendant que leur pays ouvre de nouveaux pipelines, de nouvelles usines, où la déforestation fait rage. L'ONU, 5 pays décident du sort des autres pays, grâce au droit divin moderne, le droit de veto. 5 pays, sur plus de 180. Et à la fin de ces réunions, qu'est-ce qu'on a? De beaux discours, des grandes promesses, des poignées de main bien médiatisées. Et derrière, des guerres validées, des sanctions économiques meurtrières, des leaders renversés et des pays affamés. Car dans One Piece, comme dans notre monde, ces rêveries sont le théâtre où les puissants simulent la paix en organisant une domination. Dans One Piece, les dragons célestes se baladent en scaphandres dorés portés par des esclaves. Leur simple présence oblige les autres à se prosterner. Ils n'ont jamais travaillé, jamais combattu, jamais été élus. Mais ils décident de tout. Leur seul mérite, être nés du bon côté de l'histoire. Dans notre monde, ils s'appellent multinationales, fonds d'investissement, famille royale, dynastie politique. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils exploitent, volent et détruisent, et reçoivent des prix pour leur engagement citoyen. Assange est enfermé pour avoir révélé des crimes de guerre, pendant que Tony Blair donne des conférences à 300 000 $ après avoir co-orchestré l'invasion de l'Irak. Donc qui sont les criminels et qui sont les héros? Pendant qu'ils rêvent, le peuple crève. À la rêverie, les peuples ne sont pas invités. Ils subissent, comme dans notre monde. Les sans-voix ne siègent jamais à la table. Ni les peuples autochtones, ni les ouvriers, ni les paysans, ni les exilés climatiques, ni les enfants palestiniens, ni les haïtiens, ni les Rohingyas, et je pourrais continuer longtemps comme ça. Ils sont absents physiquement, mais omniprésents dans les conséquences. Pendant que la rêverie discute stabilité, le monde lui brûle. Pendant que l'ONU discute de stabilité, le monde lui brûle. Littéralement. Et quand un royaume se soulève, quand une île ose réclamer sa souveraineté, le gouvernement mondial envoie la marine. Chez nous, ce sont des forces spéciales. Aujourd'hui, des mercenaires privés. Ou l'OTAN. La paix est une marque déposée. La justice est une franchise. Et la démocratie un slogan. Avec mon dernier passage, vous venez de comprendre, on ne peut plus distinguer le monde réel de celui de One Piece. Car la même hypocrisie règne. Et comment dans notre monde civilisé, on nous vend ça? On appelle ça de la coopération stratégique. Car pendant que les enfants meurent de famine, l'ONU négocie. Les chaînes d'infos ignorent ou minimisent l'affaire. Elles vendent des droits de diffusion à Netflix pour un docu poignant et qui sera surtout flou sur les causes et les conséquences. Depuis plus de 75 ans, un peuple est colonisé, dépossédé, écrasé. Gaza devient un cimetière à ciel ouvert. Les colonies s'étendent comme des tumeurs. Et quand des voix s'élèvent, elles sont étouffées sous des accusations d'antisémitisme, bien pratiques pour faire taire la critique. À la rêverie, Israël est l'invité d'honneur. La Palestine, un fâcheux dossier sous la table entre 2 cocktails diplomatiques. La paix, un slogan pour le merchandising. 800 000 morts en 1994. Le génocide des Tutsis. Surveillé à la loupe, mais sans intervention. La France savait, l'ONU savait, le monde entier savait, mais on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne pesait rien dans l'équation économique. Au petit matin du 7 avril 1994, la radio-télévision libre des 1000 collines, massivement écoutée dans le pays, diffuse un funeste message. Prenez vos machettes et abattez les grands arbres. Après des mois à distiller la peur, la voix de la mort exhorte désormais au meurtre des Tutsis. C'est le début d'un génocide secrètement programmé depuis longtemps. Dénoncés par des voisins ou trahis par la mention Tutsi sur leur carte d'identité, ils sont fusillés ou massacrés à la machette. Ni pétrole, ni uranium, ni influence géopolitique majeure. Juste des cadavres locaux
pas de quoi mobiliser l'OTAN. Bon, je vous parle une dernière fois de l'ONU. Née sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU promettait un nouvel ordre fondé sur la paix et le droit. Aujourd'hui, c'est un théâtre géopolitique où 5 pays se partagent le pouvoir grâce à un droit de veto. On en a parlé plus tôt. Ça transforme un peu ce Conseil de sécurité comme un bureau des plaintes. Et la plupart des résolutions, si elles sont trop contraignantes, seront classées sans suite. Jamais l'ONU condamne. Jamais l'ONU contraigne. Surtout quand il s'agit des puissants. Et cette organisation, ces traités, ces réunions, elles ne datent pas d'hier. Le traité de Westphalie, 1648. On invente la souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale ne s'applique qu'aux puissants. Ou le traité d'Utrecht en 1713. L'Europe se partage les colonies comme on divise un gâteau d'anniversaire. Et enfin le traité de Versailles de 1919. On punit l'Allemagne avec une brutalité telle qu'on prépare la Seconde Guerre mondiale en vérité. Un chef-d'œuvre de diplomatie punitive. Ces traités ne sont pas faits pour garantir la paix. Ils sont faits pour organiser la guerre suivante et redistribuer les cartes en quelques temps. Luffy et Dragon ne veulent ni couronne ni trône. Ils veulent libérer leurs amis, détruire l'ordre mondial et pas le gérer. Snowden a dit non à un système de surveillance global. Cobra a voulu connaître l'histoire du siècle oublié. Assange a dit non à l'hypocrisie militaire. Garp a fondé le SWORD. Sankara a dit non à la dette coloniale, au pillage des ressources et à l'aide empoisonnée. Lumumba a dit non à la Belgique, à la CIA et aux marionnettistes, comme le roi Riku. Tous ont payé cher, certains par l'exil, d'autres par la prison et certains par la mort. Mais tous ont prouvé une chose, le monde change par ceux qui refusent de participer à ce qu'il est tel qu'il est. Donc il faut construire sans imiter l'Empire. Il faut changer le monde. Ce n'est pas devenir président. Ce n'est pas intégrer la rêverie pour y proposer des réformes. C'est brûler la table des puissants pour en construire une nouvelle, à ras du sol, où chacun peut s'asseoir. Sankara disait « Il faut oser inventer l'avenir ». Pas réformer l'esclavage, l'abolir. Pas repeindre les murs du palais, mais le vider. Il ne s'agit pas de remplacer des tyrans par d'autres, mais de changer les règles du jeu. Et pour ça, il faut de la folie et du courage et beaucoup de désobéissance. Et surtout, ne jamais attendre l'autorisation. C'est un peu ce que font les révolutionnaires dans One Piece. One Piece, comme dans toutes les grandes fictions politiques, nous rappelle une vérité simple. Ceux qui veulent libérer les peuples sont toujours traités comme des criminels. Robin, la femme qui connaît l'histoire, est traquée par tout le monde. Assange, celui qui dévoile les archives de l'histoire, est enfermé. Luffy, celui qui libère les peuples, est l'homme le plus dangereux du monde. Sankara, celui qui voulait rendre dignité et autosuffisance, a été trahi par ses frères. Lumumba, celui qui voulait un Congo libre, a été tué avec la bénédiction de toutes les puissances coloniales. Les ennemis de l'ordre établi ne sont pas les tyrans, ce sont des rêveurs lucides. Ils ont les armes, les banques, les satellites, les médias et les écoles. Ils ont l'argent, les lois et même les algorithmes aujourd'hui. Ils ont bâti des empires. Mais il reste une chose qu'ils ne peuvent ni voler ni acheter. C'est le refus. Le refus d'obéir, le refus de mentir, le refus de se taire et le refus de vivre à genoux. Et c'est là que commence la vraie révolution. One Piece, la liberté comme projet politique. One Piece ne parle pas seulement d'aventure. C'est un manifeste. Chaque île libérée par Luffy redevient souveraine. Il n'impose aucun système, ne réclame aucun tribut et ne prend aucun pouvoir, à part un petit grand banquet qu'on lui propose. Il casse les chaînes et il s'en va. C'est l'anti-impérialisme incarné. Il n'a pas de drapeau, pas de parti, ni de programme de développement. Il a un seul principe. Je suis libre et je veux que tu le sois aussi. Alors imagine si nos dirigeants faisaient ça. Libérer sans coloniser, protéger sans dominer et aider sans s'installer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie des gens qui refusent de rester endormis. Tu sens qu'un truc cloche dans notre monde, te pose des questions, te refuse les réponses toutes faites. Et c'est exactement ce que je vais essayer de faire avec cette nouvelle chaîne. On va essayer de tuer ça. Ta curiosité, ta pensée critique, ta capacité à relier les points. On t'a appris à lire One Piece comme un manga d'aventure? Et si tu lisais autre chose? Croise tes sources, creuse les silences, remonte les fils, essaye de voir à chaque fois si la vérité est vraiment là où l'a dit.
Je ne prétends pas avoir la vérité et j'ai sûrement fait des erreurs. Tout ce qu'on te cache est à portée de main, il faut juste vouloir le voir. Si ce genre d'analyse te passionne, pense à t'abonner, à partager la vidéo et à laisser un pouce bleu. Ça va m'aider énormément à l'aube de cette nouvelle aventure et à pousser toujours plus loin. Votre soutien est précieux. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous, ce voyage pourrait bien changer votre regard sur One Piece et sur notre monde.